Nous parlons de géopolitique et surtout de société militaire privée. Moi, je vous pose la question de but en blanc. Est-ce les gangs de l'Occident? Oui. Oui, ce que vous dites est clair. À la différence que ce sont des gangs légaux. Les gangs légaux? Oui, légalisés. On l'a légalisé. Oui. Le gangstérisme. On lui a donné des atours, c'est-à-dire des aspects légaux. Et du coup, il est difficile. C'est pour ça que quand vous dites que vous n'avez pas pris des gants, parce que si vous voulez rester dans le respect des formes légales, vous ne pouvez pas les appeler des gants. Oui. Ce sont des gants. Et on va le démontrer tout à l'heure. Donc, la question des gants, comme vous les appelez, mais ils appellent ça dans leur langage civilisé, puisqu'ils sont civilisés, nous on ne l'est pas, ils appellent ça les armées privées, les sociétés privées de sécurité, ou bien les sociétés privées militaires. Oui. Militaires. Donc, les Anglais appellent ça la Private Military Company. Private Military Company. Ils appellent ça. Mais ce sont des gants. Ce sont des gants. Vous êtes, cher Ngoz, avec ce sujet au cœur de la géopolitique mondiale. C'est le cœur de la géopolitique mondiale. C'est-à-dire que, historiquement, le port des armes, a été civilisé dans le cadre de l'État. C'est-à-dire que lorsque, à un moment donné, un groupe social constate que la dispersion de la violence en son sein va le détruire, il est obligé de concentrer les moyens de la violence sous une main légitime. Pas Max Weber qui parle de ça, on connaît ça avant lui. Max Weber, le théoricien, la violence légitime. Et l'État, c'est le monopole de la violence légitime. C'est la partie là qu'on a pris. Oui. Mais on a enlevé l'histoire où il dit très bien que ça, tout ça, ça appartient à la communauté. Oui. Parce que quand on dit l'État, on a tendance à croire que c'est l'État devient l'absolu. Weber dit bien que cet État-là, il émane d'une communauté. Donc c'est la communauté, en fait, qui détient le monopole de la violence légitime. Il faut préciser, ça ne peut pas déformer la pensée de Max Weber. Mais avant lui, pas lui qui découvre ça. Avant Max Weber, depuis la nuit des temps, les sociétés ont été confrontées à la question de la violence. Il y avait les dimensions annihilatrices que la violence a sur une société. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas la violence, elle va vous détruire, la société. Donc, à chaque fois qu'une communauté comprend qu'elle est en danger, si elle laisse la violence se manifester de façon primitive d'abord, de façon sauvage, et en plus généralisée, elle va disparaître. Elle prend des mesures phares, elle fonde un État. Elle fonde l'État, c'est-à-dire qu'elle va concentrer cette violence et les moyens de cette violence dans les mains d'un groupe légitime. Ça peut être le plus ancien de la tribu, ça peut être, n'est-ce pas, les anciens réunis en communauté qui désignent un ancien, ça peut être le chef de la tribu, le chef du village. Au fur et à mesure, on arrive à l'État moderne. Donc, quand l'État moderne arrive, les sociétés ont déjà compris ce problème. Que la civilisation, c'est d'abord de domestiquer la violence au sein d'une société. C'est de pacifier la société. Aucune vie n'est possible si on ne pacifie pas la société. Les gens ont compris ça longtemps avant. Alors l'État, tel qu'il se présente moderne, sur son aspect moderne, est, n'est-ce pas, le développement le plus achevé de cette idée, n'est-ce pas, et on va appeler ça le droit. On va dire le droit. On va remplacer la force par le droit. Mais le droit n'existe pas s'il n'y a pas la force pour la faire appliquer. D'où dans la nécessité du monopole de la violence légitime par une institution qui émane de la communauté. Donc, c'est comme ça que les groupes armés, la force armée, va commencer à naître. La force armée. Donc, les armées vont émerger. Et depuis ce moment-là, les forces armées légitimes n'ont été que publiques. Nationales, publiques. Oui. Les forces armées nationales. Forces armées conventionnelles, on va dire ça comme ça, conventionnelles. C'est-à-dire que ce que les caractérise, c'est qu'on dit, bon, organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, oui, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Définition classique. Wikipédia, ce n'est pas intéressant pour nous. Mais bon, c'est un peu ça. Mais de manière fondamentale, c'est dans une société, dans un pays, on acquiert des armes. Chaque société, à un stade de son évolution, a des armes.
Chaque société, même la plus sauvage, a des armes. Et en fonction de sa situation, elle estime que les armes, s'ils sont dangereux, telle arme est très dangereuse, elle peut être dans les mains de n'importe qui. Vous voyez, on va, comme je dis, on concentre ça dans une structure qui est l'armée nationale. Oui. Vous comprenez? Maintenant, on peut décider de sophistiquer les armes. Oui. Même entrer, chercher les armes externes, acheter les armes à l'est et à l'extérieur. Toute cette transaction, mon cher Gosse, visant à développer les capacités de violence de la communauté pour se défendre contre l'ennemi, comprenez? Pour déclarer la guerre, oui. Pour se protéger contre toute déflagration interne, n'est-ce pas? Toute cette transaction, à savoir développer une industrie militaire, développer les armes, n'est-ce pas? Que ce soit en relation avec l'extérieur ou dans le cadre seulement d'un développement interne, tout ça s'est fait sous le parapluie, n'est-ce pas? Sous le parapluie de l'État national. Si on prend sa version moderne, l'État-nation, l'État national. Donc les armées ont toujours été des armées publiques, des armées de pays, les armées des États-nations, soumises aux civils. Quand ce n'est pas le civil, soumises à un minimum de loi, soumises à un minimum de droit. Vous comprenez ça? Et puis, le développement des sociétés internationales se faisant, le Slingos, on est arrivé à un droit international. Vous comprenez? Mais ce droit international, c'était un droit international, mais qui garantissait les souverainetés des États. Donc, reconnaissait donc le statut des armées nationales comme étant les armées conventionnelles. Il était question simplement d'humaniser la guerre, entre guillemets, d'où le droit humanitaire international, d'humaniser la guerre, et plus tard, bon, d'éviter une troisième guerre mondiale. C'est ça l'ONU. Oui. Et son fameux Conseil de sécurité. Jusqu'à l'âge de Lengos, l'armée est une structure nationale, soumise à un État national. C'est ça le problème. Mais depuis les années 90, c'est là le gros problème. Depuis les années 90, c'est pas, les Américains opèrent un tournant, le Slingos. Et ce tournant, il faut le questionner. Ce n'est pas un tournant au hasard. Quand les Américains opèrent ce tournant, c'est que bon, ils décident qu'ils sont les vainqueurs de la guerre froide. Vous savez qu'ils n'ont jamais les vainqueurs. Ils n'ont pas été les vainqueurs. L'Union soviétique s'est désintégrée. Donc il n'y a pas eu une guerre où les Américains en sont sortis vainqueurs. Mais ils ont décrété. C'est important, hein? La nuance est importante. Ça paraît rien. Mais le diable est dans le détail. Les Américains décrètent donc qu'ils sont les vainqueurs de la guerre froide. Et la décision stratégique qui est prise dans les hauts lieux, c'est que plus jamais de guerre froide dans le monde. Donc il ne faut plus que les Américains soient en face d'un adversaire de la taille de l'Union soviétique. Donc s'il y a un pareil adversaire, on le détruit. On le détruit, il faut le détruire. Mais derrière les Américains, quand on dit l'Amérique, qui parle? C'est que dans les États-Unis, on le sait, il y a États-Unis et États-Unis. Il y a l'État américain profond. C'est l'État des financiers, des marchés financiers, qu'eux, ils ont un autre projet depuis. Ils sont très loin. Ils ont un autre projet. Ils mènent une guerre. C'est contre les États-nations. Parce qu'ils ont un projet mondialiste. Le projet mondialiste, c'est le démantèlement des États-nations. Pour le remplacer par un État mondial, ils peuvent nier ce qu'ils veulent. Mais tous les développements que vous voyez dans le monde conduisent à quoi? Conduisent justement à ce gouvernement mondial. Mais quel est le but? Parce que derrière, il y a le projet de leur père, de leur maître, qui est qu'il faut exercer un contrôle absolu sur l'être humain, absolu, dans le cadre d'un projet qui n'est plus géopolitique, mais qui est géospirituel. Il serait très fastidieux de développer ça ici. Mais ceux qui me comprennent savent de quoi je parle. Un jour, nous en parlerons parce qu'il faudrait que nous approfondissions cette question. Et vous savez que moi, je ne fais aucun sujet. Voilà. Donc, ce n'est plus un projet géopolitique, c'est un projet géopolitique, mais au service d'un véritable projet spirituel. Le contrôle sur l'être humain. Le contrôle sur l'être humain. Est-ce que l'être humain est désirable sur cette terre? Est-ce qu'on veut le voir? S'il doit survivre, il doit survivre sous la coupole de qui? Ces libertés-là qu'il prétend avoir conquis, sa foi, tout ça et consorts, ça c'est qui? Il y a des puissances sur cette terre qui ne veulent plus voir ça. Ils veulent d'un être humain robotisé complètement pour assouvir leur vision dont la rationalité nous échappe. On ne connaît pas quelle est la rationalité d'un tel projet. Sinon, si en dehors de ce qu'on appelle une rationalité apocalyptique. Et là,
Et là, les choses deviennent claires. N'est-ce pas? Quand on met sur la table la question des fins dernières de la vie, la bataille, elle est là. Donc, dans ce cadre, donc là, après 90, arrive au pouvoir un groupe de républicains, parmi lesquels vous avez un certain Dick Cheney. Dans le cadre de ce projet, on engage la privatisation de l'armée américaine. Mais c'est pas possible ça. Est-ce que vous vous rendez compte? La privatisation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ici en Afrique, c'est même rien. On décide de privatiser l'armée américaine. Ça veut dire engager la privatisation de ce monstre-là, aussi de privatiser. Pourquoi? La question est là maintenant. Parce que les puissances qui commandent les États-Unis ont constaté deux choses. Les guerres de type conventionnel, ça n'est plus à leur avantage. Depuis le Vietnam. Parce que, les opinions publiques se mêlent trop là-dedans. Les mamans, quand ils voient leurs enfants mourir, oublient que ce sont des militaires. Et après, on commence à regarder, mais pourquoi il y a la guerre? On commence à faire des manifestations anti-guerre. On élève des débats sur le pacifisme. Après, la mentalité pacifique se répand. Ce qui est contraire non seulement aux intérêts du complexe militaro-financier, oui. Ça les dérange, parce qu'ils veulent faire leurs bénéfices et tout, c'est contraire à leurs intérêts. Donc, il faut arrêter ça. Il faut plus que les expériences qu'on a eues au Vietnam, d'une certaine mesure en Afghanistan, se répètent. Donc, il faut donc faire des guerres invisibles à l'opinion. Oh! C'est-à-dire qu'on n'envoie plus les soldats tels classiques. Le soldat classique ne doit plus aller mourir. Il faut inventer un type de soldat. On va y arriver. On travaille pour ça. Mais entre-temps, si on ne veut plus, n'est-ce pas, que l'opinion se mêle de l'affaire, il ne faut plus que l'armée soit un bien public. Vous comprenez ça? Il ne faut plus que l'armée soit un bien public. Parce que c'est un bien public. C'est l'affaire de tout le monde. Donc on va le privatiser. De bien public. Il devient un bien privé. Très bien. De force armée au service du public et patrimoine public, il faut le privatiser. Il devient donc un bien privé. Alors on va le saccager. C'est ça le problème. Donc le monopole que l'armée exerce sur les activités militaires, que ce soit en termes opérations militaires, que ce soit le conseil, la pensée militaire, les théories militaires, que ce soit la logistique, que ce soit la prévention de la criminalité, l'anticipation sur toutes sortes de menaces, etc. Toutes ces opérations-là, qui sont des opérations militaires et qui étaient réservées à l'armée, qui était une armée nationale, on doit envoyer ça au privé. C'est donc la naissance voilà là où naissent donc ces nouvelles entreprises militaires. Société militaire. Alors ça pose un problème très sérieux. C'est-à-dire que dans le cadre américain, on vous dit non, ils sont soumis à la loi, ça fait rire. Ça fait rire. D'abord, elles ne sont pas toujours disciplinées. Le contraire aurait surpris. C'est-à-dire qu'on a vu les cas en Irak, je crois, en Afghanistan. Ça a conduit à des procès très graves, jusqu'au niveau du Congrès américain. Ça a conduit au démantèlement de l'armée militaire privée la plus puissante de l'histoire, Blackwater. On l'a démantelée, mais elle s'est reconstituée d'une manière sur une autre forme. Donc, quand vous parlez de gangs, vous avez raison. Vous demandez comment ça, derrière les façades légales, ce sont des gangs. Lorsque vous privatisez une armée, et que désormais ce sont les sociétés privées, avec des actionnaires, qui désormais, n'est-ce pas, investissent de l'argent pour conquérir les marchés militaires, ça veut dire que ces entreprises sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si elles n'ont pas de contrat avec l'État américain, elles font quoi? Elles cherchent les marchés. Vous comprenez ça? Comment se comprend? Elles cherchent les marchés. Comment elles deviennent des gangs? C'est-à-dire que si l'État américain veut renverser Kadhafi, comme ça a été pris, l'exemple de Kadhafi, on veut le renverser. Qu'est-ce qu'on fait? Par des mécanismes informels, vous voyez, on va donner un marché à cette structure. Ce n'est pas sur le territoire américain, donc il n'y a pas de problème. L'État américain gagne à tout point de vue, il réussit une opération géomilitaire, mais il n'a pas d'opinion publique derrière lui. Aux États-Unis, il allait perdre les élections, des questions morales, toutes ces questions politiques posées par l'opinion publique, ils n'ont pas ce problème. Une entreprise privée peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut massacrer en Libye, si en Afrique il n'y a rien, comme c'est le cas, avec une Union africaine de corrompus, de criminels, l'Union africaine, s'il n'y a personne pour revendiquer, alors l'affaire est passée outre.
Parce qu'en Libye, c'est une opération de gangstérisme. Oui. C'est quelqu'un, un petit voyou au président français Sarkozy, n'est-ce pas, qui a un compte personnel à régler avec Kadhafi. Et sur une base purement épidémique et émotionnelle, il crée une guerre internationale, n'est-ce pas, pour aller assassiner Kadhafi. Et on va donc, gangstérisme, on va donc utiliser ces structures privées, parce que c'est de l'argent qu'ici, il suffit d'avoir de l'argent. Vous avez devant vous, quand vous avez de l'argent, vous avez devant vous une entreprise militaire privée. Vous avez de l'argent. Sauf que tout le monde ne peut pas avoir de l'argent. Juste une cause. Combien sont-ils dans le monde qui ont de l'argent à mesure de mobiliser des entreprises militaires privées? C'est pas vous. C'est pas vous. Comme par hasard, c'est ceux qui ont intérêt donc à cette géopolitique du chaos, ceux qui ont intérêt à renverser les États pour agrandir la prospérité du capital, ceux qui ont intérêt à renverser les États pour placer qui ils veulent au pouvoir, ceux qui ont fait des États-nations de simples marchés à conquérir. Ben, comme par hasard, la nuit, ils sont présidents du conseil d'administration des entreprises militaires privées. Ah oui, ils sont membres du conseil d'administration. Quand ils n'y sont pas, ils ont leur prénom qu'ils ont infiltré. Donc ils ont de l'argent. Et quand ils décident de faire une opération financière, ça peut être un coup d'État, une opération financière peut être de déstabiliser une nation, on met le feu, et après on apparaît sous des formes extrêmement raffinées et bien agencées. On vient dire non, moi je viens faire la paix. Moi j'ai les moyens de mettre la paix. Mais on ne sait pas que par derrière la nuit, c'est moi qui suis PCA, ou bien je suis un administrateur de l'entreprise qui, sur le plan logistique, fait la guerre. Et si tu veux que la guerre finisse, donne-moi tel contrat. Donne-moi telle matière première. Donne-moi ça à tel prix et la guerre est finie. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre là au Cameroun. Quand des gens braillent là au Cameroun, ils disent que oui, vraiment, le gouvernement camerounais a stoppé les négociations avec le Canada. Ils ne savent pas de quoi ils se parlent. Non, entre nous, le Canada est tellement gentil, il veut le bien du Cameroun, il ne veut pas la guerre. Alors qu'est-ce qu'on va donner au Canada en retour pour sa médiation? C'est là où les vrais enjeux vont se passer. Parce que qui sont derrière ces gens-là, les Amazoniens? Mais pour qu'il y ait la paix, on va s'asseoir. On dit que bon, on a la paix, d'accord, ça finit. On les arme plus d'abord, on va tarir les sources ici. Parce que nous, on connaît comment l'argent c'est. On veut les richesses. On avait créé ça parce qu'on voulait les ressources. Ils nous ont donné ça, voici les contrats. Puisqu'ils ont les contrats, les Amazoniens avaient vendu ces deux régions. Donc, c'est déjà signé. Donc, si vous voulez que la guerre finisse, c'est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait des ressources ici? On a quand même trop investi. C'est ça la question. Donc, on parlait de gangstérisme, ce sont des gangs. Parce que quand vous avez des entreprises comme pour le cas de Blackwater, mais ces gars mobilisés pour de 500 000 hommes. Vous vous rendez compte? Près de 500 000 hommes sur Saint-Gos. Moi, je vous dis, à l'heure actuelle, dans certains pays africains, je vous dis, des gens qui ont des milices privées, des armées privées de ce type, qui gèrent, n'est-ce pas? Souvent même ont des postes de vice-président. Écoutez-moi bien, je ne vais pas citer le pays, mais je vous dis, je le ferai, mais pour l'instant, je sais pourquoi je ne sais pas le pays. Ils ont des postes de vice-président. Souvent, vous ne les connaissez même pas, c'est eux qui gèrent le pays. Vous comprenez? Parce que, par exemple, les entreprises privées, militaires privées, on te dit que bon, celle-ci contrôle tel puits de pétrole. Il contrôle tel champ pétrolier. Il assure la sécurité. Il a 10 000 hommes à sa disposition. Il a 50 000 hommes à sa disposition pour le faire, Saint-Gos. Mais si un jour il perd ce marché, il devient quoi? Quand ils n'ont pas de marché, que font ces sociétés? Puisqu'une entreprise privée militaire doit fonctionner, il faut qu'il y ait des marchés militaires. Parce que l'armée, quand elle ne fait pas la guerre, quand c'est l'armée d'une nation, quand elle ne fait pas la guerre, pas de problème. Ce sont des fonctionnaires, ils ont un statut, ce sont des fonctionnaires. Leur salaire passe. Et ils sont dans les casernes, on les gère. Vous comprenez? Parce qu'une autre forme est de faire la guerre sans faire la guerre. Même quand il n'y a pas la guerre, on est toujours en guerre. L'État gère ça dans le cadre de la loi, de la culture du pays et de la morale du pays. Il n'y a aucun problème. Ces militaires sont sérieux, ils ont des familles sur place, Saint-Gos, ils vivent dans le pays, leurs attaches sont là. Ce n'est plus le cas avec une armée privée. Moi, je peux être membre d'une armée privée, je vis
au Cameroun, mes attaches sont ailleurs. Je n'ai aucune attache au Cameroun. Donc s'il faut nettoyer le Cameroun, je nettoie sans état d'âme. Je n'ai aucune attache là. Un militaire qui vit dans une caserne, qui est attaché sur place, ne peut pas réagir par rapport à ce pays où il est attaché, où ses enfants sont nés, où sa vie a été faite, où son grand-père est né, son arrière-grand-mère est née, tout ce n'est là. Il ne peut pas se comporter avec ce pays n'importe comment. Par contre, quelqu'un qui vient là chez vous, il est seulement là dans le cadre d'un contrat. Il n'a aucune attache. Si on lui dit de larguer une bombe nucléaire, il largue, il n'a pas d'état d'âme, il part. Il s'en va. Il s'en va. Donc, quand ils n'ont pas de marché, quand les contrats publics ne sont pas suffisants ou ne sont pas à mesure de satisfaire les investisseurs, mais on cherche les marchés. Et s'il n'y a pas de guerre, on les crée. Gang, on va les créer. Ces gars sont partout, ils marchent, ils cherchent les gens qui peuvent renverser les États. Ils cherchent à qui vendre leur puissance militaire. Leur service. Leur service. On pourra parler du cas de la Centrafrique. Mais bien sûr, c'est ce qui se passe. J'y vais y arriver. La question avec Wagner. Pourquoi Wagner a un problème actuellement? Oui. Parce que il faut bien expliquer ça. Parce qu'on va vous dire que non, ça fonctionne sur un cadre légal. On dit que c'est légal. Mais ça me fait rire. La décision de privatiser toutes les fonctions opérationnelles d'une armée dans les entreprises, quand vous montrez la législation qui interdit à ces gens de chercher les marchés ailleurs, quand vous montrez, qu'on vous montre, est-ce qu'il y a un cadre contraignant qui interdit à ces entreprises, n'est-ce pas, de faire des marchés ailleurs? Non seulement ça. Quand l'État te donne un marché, il donne le marché, mais il peut donner, est-ce que la loi empêche à l'État américain de signer un contrat avec une entreprise militaire armée pour aller faire des opérations, par exemple, sur le pouvoir de la CIA à l'étranger? Quelle est la distance entre le légal, l'informel, entre le licite et le licite, quand la CIA entre en scène? Parce que la CIA, elle agit secrètement, non? Oui. Alors, comment on gère ça? Comment on gère ça? Donc l'Amérique avait dans ce monopole pendant très longtemps, elle avait donné un avantage sur d'autres forces armées. Elle avait réglé la question de l'opinion publique. Oui. Terminé, elle a réglé ça. Donc la CIA était très à l'aise pour faire des opérations, d'où donc l'invention des révolutions de couleur. Et des gens qui infiltrent une société, vous voyez comment? Des expertises, des gens qui ont des formations militaires de pointe, des services spéciaux là, de pointe. Mais qui vient dans un pays, on vous crée une révolution de couleur. Des ignorants sont dans la rue en train de crier, mais à l'intérieur, il y a les experts qui sont là. Tu entends 5 morts, 10 morts, 15 morts, c'est l'État qui a tué. Et dès que les morts tombent, bang, Amnesty International est debout. Human Rights est debout. Bang, la campagne est partie. On dit que monsieur, toi là, tu dois pas partir. C'est comme ça. Parce qu'on a quelqu'un qui va prendre le pouvoir et signer les contrats. Rapidement, il va signer les contrats pour transférer le jeu du pays à ces gens-là. La CIA, c'est ça les révolutions de couleur. Vous comprenez? C'est ça les révolutions de couleur. Sauf qu'entre-temps, la Russie revenant en force, ayant observé ça, a compris que mais sur ce terrain, si je suis, on est défavorisé. Mais Wagner est né. Wagner est né. Quand les Américains pleurent devant Wagner, vous comprenez que c'est grave. Il y a quelqu'un qui est à la hauteur. Il y a comme on dit, il y a match. Et l'arrivée de Wagner sur ce marché déséquilibre, n'est-ce pas, la structuration du marché qui se faisait à l'avantage des Occidentaux, surtout dans les manœuvres de déstabilisation partout, même en Syrie, qui opère là-bas? Qui opère là-bas? En Syrie, qui opère? Qui opère là-bas? Ce sont ces structures-là. Donc on parlait de gangs, ce sont des gangs. Actuellement, une bonne partie de la Syrie est encore occupée par les Américains, qui exploitent le pétrole, qui prennent le pétrole, tous les richesses dans les eaux où ils sont. Ça s'est fait sur la base de quelle légalité, Jocelyn Gosse? Quand vous dites gang, vous n'êtes pas en train de nous démontrons que là, c'est du gangstérisme. C'est du pillage, c'est du banditisme de haut niveau. Mais tous ces gens qui opèrent là, ce sont les qui? On peut vous lever une armée en 10 secondes pour que vous ayez de l'argent. Vous avez l'argent, vous levez une armée en 10 secondes. Alors, donc, non seulement ce transfert, n'est-ce pas, du monopole de la manipulation des armes, pas des armées conventionnelles, à des armées non conventionnelles, c'est la géopolitique du chaos. Maintenant, qui gère? Pourquoi on fait la géopolitique du chaos? Pourquoi Jocelyn Gosse? La géopolitique du chaos. Vous allez comprendre ce qui se prépare. Lorsque vous voyez, tout à l'heure, on reviendra sur un sujet tout à l'heure, quand vous voyez des structures financières qui ont 100 fois le budget d'un État,
Si vous me permettez, je vais vous donner un chiffre en quelques secondes. En 2006, l'ensemble des sociétés militaires privées ont un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars. Je parle de 2006. D'accord, par an, dont 52 milliards de dollars aux États-Unis, et cela a augmenté chaque année jusqu'à cette année 2023. Eh bien, ces sociétés militaires américaines pèsent aujourd'hui 2600 milliards de dollars. Bon. Elles sont soumises à qui? Très bien. Non, on va vous dire que non. Elles répondent devant les tribunaux américains. On va dire oui, on prendra. Blackwater avait répondu quand ils ont dégamé en Afghanistan, en Irak, on les a jugés. Entre-temps, l'Amérique est installée en Irak, non? Oui. Ils ne sont pas installés en Irak. Quand une entreprise a fait faillite, elle change de nom. C'est compliqué. Elle change simplement de nom. Elle recommence ses activités. Dès qu'il y a un scandale, on non, change de nom, terminé. Elle recommence ses activités. Parce que, mais, sinon, c'est plus une entreprise. Mais elle doit avoir des marchés pour survivre. Et vous, l'État américain, vous n'êtes plus prêt à reconstituer une armée comme vous l'aviez hier. Vous avez décidé de fonctionner sur ce modèle absolu. Absolument. Or, vous êtes une hyper-puissance. C'est-à-dire que l'Amérique aujourd'hui, quand vous regardez dans la géopolitique américaine, l'État américain, attention, je veux dire un truc qui est grave là, mais c'est vrai. L'État américain, sauf pour les naïfs, son territoire, c'est lui pour les États-Unis. Hein. Le territoire historique américain. Non, c'est pour les naïfs. L'Amérique considère que la terre est son territoire. L'Amérique considère que la terre est son territoire. Elle a donc divisé le monde en régions militaires. Oui, Jocelyn Goss, en régions militaires qu'il faut gérer militairement. Alors, la gestion de ces régions militaires, n'est-ce pas, dépend de cette option de privatiser, n'est-ce pas, les opérations militaires de l'armée américaine. Vous voyez donc le champ d'expansion de ces entreprises privées. Or, comme l'Amérique a toujours agi, elle agit sur le plan légal et illégal, parce que sa volonté de puissance suppose que sur le plan illégal, elle est le coup de frange, donc la CIA existe comme ça, mais ces affaires, ce sont des gangs. Quand ils sont en dehors des États-Unis, ils font comme l'État américain faisait hier. Quand l'État américain était en dehors des États-Unis, comment est-ce qu'on montait ailleurs? C'est un État voyou, criminel, sauvage. Donc elle a transféré sa sauvagerie, sa brutalité à cette structure-là. L'important, c'est qu'elle ne venait pas avec ça sur le territoire américain. Mais même ce consensus est en train de changer. Parce que, quand je vous parle des marchés financiers, les marchés financiers ne veulent obéir à aucun État dans le monde, y compris l'État américain. D'où la scission interne aux États-Unis entre le camp des patriotes américains et les mondialistes américains. Tous les mondialistes américains sont derrière les marchés financiers. Les marchés financiers veulent s'émanciper de tous les États. Ils se sont donné les moyens, Jocelyn Goss. Ils se sont donné les moyens. Les moyens qu'ils ont, c'est quoi? C'est que quand vous grattez derrière les entreprises militaires privées, qui sont derrière les financiers? Ils ont l'argent pour donner les marchés à ces gens-là. Mais en plus des marchés, il y a un contrôle politico-ésotérique qui est exercé sur les élites, n'est-ce pas? Les élites militaires, si on parle de l'armée, qui contrôlent ces structures, donc qui obéissent à l'agenda des marchés financiers. Un de ces patrons des marchés financiers, Rothschild, vous a dit quoi? Donnez-moi l'argent à la monnaie d'un pays, je m'en fous de ses lois et de celui qui fait le message est clair. Donc le pouvoir, c'est l'argent. Et si moi j'ai le pouvoir et que les États me dérangent, je dois créer un super État pour les neutraliser. Ce super État est en gestation depuis très longtemps. Il est en gestation. Donc, les armées privées, ces groupes privés, à partir du moment où les États ne les satisfont plus, mais elles peuvent se tourner vers qui les satisfait facilement. Elles peuvent également se retourner contre les États-Unis. Mais c'est ce qui était passé. Ça a commencé. Je pose la question. La bagarre, les batailles qui entre parlons comme ça, Trump et les autres, c'est quoi? C'est ça la bataille. Et dans cette bataille, l'histoire des armes, quand les démocrates poussent Biden, que non, il faut enlever, le port d'armes là, aux États-Unis, c'est sacré, non? J'ai mon arme là. Quand les gars disent qu'il faut retirer ça, les Biden font comme s'ils sont des moralistes, ils sont très moraux et tout. Excusez-moi le mot, des parfaits salopards, ils n'ont aucune moralité. C'est cette bataille-là. Parce que les patriotes américains estiment que la dernière liberté qu'ils ont, c'est de pouvoir porter une arme. Parce que demain, si l'État n'a plus les capacités, est totalement privatisé et dans les mains de l'État profond, au moins avec leurs armes, ils peuvent se défendre. Se défendre, vous comprenez? Or, ça allait jusqu'à mettre sur la table, aux États-Unis, vous avez des gangs armés aux États-Unis, des gangs surarmés, qui disent même qu'ils ne veulent plus affaire avec la police.
Ils disent même que la police est défaillante, qu'on les donne les États, ils veulent remplacer la police. Donc des milices privées suramées qui veulent remplacer la police nationale. Vous voyez, ces batailles-là, qui est derrière? C'est l'État profond américain. C'est l'État profond américain qui est derrière ce processus. Parce que l'enjeu à la fin, c'est quoi? C'est que les marchés financiers veulent s'asseoir sur les États pour imposer leur agenda. Cet agenda vient de quoi? Cet agenda vient de la modification du système même du capitalisme tel qu'il s'est constitué historiquement. Le capitalisme s'est constitué, sur la base que le capitaliste exploite quelqu'un qu'on appelle le prolétaire. C'est la force du travail du prolétaire qui enrichit le capitaliste. Mais il y a eu une mutation dans le capital à la faveur de son évolution qui fait que le gars n'a plus besoin de la force du travail. C'est-à-dire que c'est de la folie. C'est-à-dire qu'au moins, si la force de travail doit rester, c'est un minima. On est en train de voir depuis la fin de la guerre froide une diminution même numérique du nombre de travailleurs dans le monde. Le chômage explose partout. Et il y a une vaste sphère mondiale d'êtres humains qui sont devenus, entre guillemets, inutiles pour le capital. Mais s'ils sont inutiles pour le capital, ils sont dangereux. Ils peuvent paralyser et renverser le capital. Donc l'agenda de ces gens, c'est d'empêcher la multitude mondiale, inutile d'après eux. Attali a dit qu'à 60 ans, vous ne servez plus à rien, il faut qu'on vous mettre de côté. Bon, lui il a maintenant plus de 60 ans. J'attends. Il est toujours en vie. Je ne sais pas ce qu'il attend pour se suicider. Donc il a dit ça clairement. Donc vous voyez très bien qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Comment contrôler des milliards d'hommes inutiles, donc potentiellement dangereux pour le capital? Deuxièmement, mais quels sont les vrais capitalistes qui doivent rester maîtres de l'affaire? Parce que le capitalisme a un problème. C'est que comme sa loi sur le profit, et qu'il n'y a pas assez de profit pour tout le monde, donc on élimine. C'est toujours on appelle ça la loi de la concentration des revenus dans les mains des capitalistes les plus puissants. Alors plus ils sont puissants, ils n'ont pas envie de perdre leur... Donc ce petit stock de capitalistes devenu extrêmement puissant veut régenter le monde. Éliminer donc tous ceux, n'est-ce pas, qui peuvent nuire à ça. Mais ça, il y a un grand qui l'avait prévu, Lénine. Lénine avait dit que quand on va arriver à ce niveau, il appelait ça le niveau de la fusion du capital bancaire, et du capital financier, du capital industriel et du capital bancaire. C'est ça la finance, on y est. Le capitalisme va muter, ça deviendra autre chose que lui, Lénine, en son temps, on n'a pas pu prévoir, mais que nous on regarde actuellement. Ils ont appelé ça le socialisme anglais à l'époque. Ça veut dire que c'est une affaire qui ne ressemble ni au capitalisme ni au socialisme. Enfin, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, en fait, les gars là ont tout fait pour monopoliser dans leurs mains l'argent, la puissance militaire et la puissance politique parce qu'ils ont un agenda qui n'est plus politique, qui est le contrôle de chaque être humain et son devenir. La bataille, c'est de savoir, Justin Goss, il faut le dire, tu crois en Dieu ou pas? Et à partir de là, veux-tu sauvegarder ton intégrité humaine, ta véritable liberté que Dieu t'a donnée face à cet état? Je ne sais pas mieux, je veux trouver notre mieux. Antéchristique, parlons comme ça, cette puissance antéchristique qui s'est constituée face à eux. C'est le terme qu'il faut utiliser. Non, il n'y a pas tout le monde n'est pas chrétien. Respect pour les non-chrétiens. J'utilise le mot à titre pédagogique. Donc, tous ces gens-là qui ont ce pouvoir-là et qui travaillent maintenant pour quelqu'un, que l'homme de nous a dit, M. Macron, nous a prévenu, la bête de l'événement, son projet, ce n'est pas d'accumuler de l'argent. Parce que pour eux, l'argent, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de contrôler l'être humain et de le détruire. Parce qu'il est l'être humain. Si on n'arrive pas à ce niveau, on ne comprend pas ce qui se passe, Justin Goss. L'être humain, l'idée de l'être humain, de l'espèce humaine, ne plaît pas à une puissance que les chrétiens qualifient de Satan et que d'autres traditions spirituelles ont d'autres noms. Le prince du mal, des ténèbres. Il ne veut pas voir l'être humain sur la terre. Parce que quand il voit l'être humain, il est gêné. Non, il n'est pas seulement gêné. Il est malade. C'est-à-dire que quand il voit l'être humain, c'est quelque chose d'insupportable pour lui. Donc, la terre et toutes ses ressources, il doit s'accaparer de tout ça, n'est-ce pas, pour imposer le projet, à savoir l'élimination de l'espèce humaine. C'est le génocide universel, qui est la conséquence de tous les génocides qui ont été procédés et mis en œuvre par qui? Par ses enfants, opérant comme capitalistes, opérant comme d'abord des commerçants, des mercantilistes,
Après, ils sont devenus capitalistes, les Senghos. Et pendant un très long cycle, ils ont colonisé, ils ont esclavagisé, ils ont colonisé, ils ont néocolonisé, ils ont internationalisé, ils ont mondialisé et ils globalisent. Donc, tous les processus qu'ils ont mis en œuvre pendant l'esclavage, la colonisation, l'internationalisation de l'économie, la mondialisation, arrivent à leur paroque. C'est le même procédé. Génocide, massacre, destruction de l'environnement, liquidation de tout ce qui concourt à sauvegarder l'espèce humaine. Ils sont arrivés à un niveau maintenant où ils ont les moyens d'éliminer l'être humain. Mais c'est un projet vain. Parce qu'arrivé à ce stade, ils verront que l'être humain n'est pas un hasard.